L'esprit de Loris Pedri. Ce soir-là, il n'y avait rien d'intéressant à la télé. Nicolas décida de travailler un peu sur son ordinateur. Au bout d'une heure, il avait écouté plusieurs morceaux des Smiths et joué quelques parties d'échecs. Il songea un instant à les bouquiner, mais décida finalement de faire un tour dans ces salons de discussion appelés chatroom, et très prisés des mâles en mal de libido. En hommage à Bernard Werber, il avait choisi comme pseudonyme le Thanatonaute. Ce roman l'avait marqué, à tel point qu'il l'avait lu 3 fois. Il était question d'un groupe de personnes ayant décidé de reconstituer une carte géographique du pays des morts. Le jeune homme entra le pseudonyme éponyme et se retrouva un instant plus tard dans un salon de discussion. Il sélectionna toutes les femmes de sa région entre 20 et 50 ans, puis il engagea la conversation. « Je m'appelle Nico, j'ai 35 ans, je vis à Toulon. Puis-je discuter un instant avec toi ?» Sur la douzaine de personnes à qui il envoya son message, 2 lui répondirent. La première portait un charmant sobriquet, Mimi Hull. C'était une femme mûre, divorcée et manifestement en manque d'affection. Nicolas se serait bien laissé séduire, car la description de son interlocutrice correspondait assez à ses critères de séduction. J'ai 45 ans, je suis brune, 1m58, 65 kg, 95 E. Malheureusement, la bougresse avait pris la peine d'ajouter « Je ne cherche pas une aventure, mais une relation stable, une épaule sur laquelle je pourrais me poser. » Freiné dans ses ardeurs, il continua la discussion par pure politesse, ou peut-être par lâcheté, un instant avant de s'effacer. La seconde personne à avoir accepté de lui répondre était une étudiante en médecine, Chouchou 83. Le jeune âge de la demoiselle contraria un instant Nicolas, mais il est des heures où l'on laisse volontiers ses scrupules de côté. En 10 minutes de flagornerie, il savait tout de la jeune fille. Elle avait 24 ans, se prénommait Émilie et habitait Bandol. Émilie répondait presque instantanément aux questions de Nicolas. Elle était sur le point d'accepter un rendez-vous lorsque le diable pointa le bout de sa fourche. À cet instant, un message s'afficha sur l'écran, indiquant « Erreur fatale, veuillez redémarrer Windows ». De rage, Nicolas tapa du poing sur son bureau. Il se reconnecta aussi vite qu'il le put, mais lorsqu'il rejoint le chatroom, Chouchou 83 s'en était allé. Il resta un moment dans le salon où, un instant plus tôt, de tendres propos chargés de promesses se propageaient via la fibre. Les quelques phrases qu'il échangea par la suite lui parurent insipides. Il était sur le point d'aller se coucher lorsqu'il reçut un étrange message. Une petite fenêtre jaune s'alluma en haut de l'écran avec le pseudonyme De Profundis. Intrigué, Nicolas cliqua dessus pour lire le message. « Bonsoir, acceptes-tu de discuter avec moi ?»« Qui es-tu et que veux-tu » demanda Nicolas. « Mon nom est Gérard. Je cherche simplement à discuter. » « Écoute Gérard, il y a des salons pour les gays. Pourquoi viens-tu m'emmerder ?»« Tu te méprends, Thanatonaute. Je ne recherche pas de partenaire. »« Alors, que me veux-tu ?»« Je te l'ai dit, je cherche à discuter. »« Ok, alors allons-y. Qu'as-tu à me dire ?»« J'aimerais savoir comment a évolué l'humanité depuis 1943. » « Quelle drôle de question !
Que fais-tu dans la vie? Disons que, de mon vivant, j'étais instituteur. De ton vivant? Oui, j'ai été fusillé à Vichy en 1943, et j'aimerais savoir ce qui est advenu de l'Europe. Attends, tu es en train de m'expliquer que je discute avec un mort? C'est exact. J'en étais sûre, je suis encore tombée sur un givré. Je dis la vérité, je suis en mesure de prouver ce que j'affirme. Ah oui, et comment? Si je te disais que tu as oublié de fermer la bouteille de gaz après t'être fait des œufs sur le plat ce soir. En lisant la réponse de De Profundis, Nicolas sentit son ventre se nouer. Tout doucement, il se dirigea vers la cuisine, il ouvrit la porte en métal de sa cuisinière et constata qu'effectivement, le robinet de gaz n'était pas fermé. « Comment fais-tu cela » demanda-t-il. « C'est facile pour nous. La mort est un état transitoire qui permet des choses que le cerveau humain n'est pas capable de concevoir. » Non, c'est une blague. Il y a sûrement une explication. Je dis la vérité, Nicolas. Vous connaissez mon prénom? Bien sûr, je sais tout de toi. Je ne vous crois pas, vous mentez. Tiens, coriace, toi. Bon, je vais te convaincre une fois pour toutes. Mais après, je veux que tu cesses de douter de la véracité de mes propos. Pense à 3 nombres, entre 1 et 1000. Ça y est. Très bien. Tu as choisi le 1, le 707 et enfin le 44. N'aie crainte, je n'ai absolument pas l'intention de t'effrayer, ni de te faire du mal. Alors c'est bien vrai, vous êtes un esprit? Un esprit, une âme, appelle cela comme tu voudras. Mais pourquoi m'avoir choisi? Avec ton pseudo, il me semble que tu étais tout indiqué, non? Mais si vous connaissez toutes ces informations sur moi, comment se fait-il que vous ignoriez ce qui est advenu de l'humanité? Vois-tu, Nicolas, là où nous nous trouvons, nous sommes isolés de tout. Il veille à ce que nous le restions. Qui? Les anges. Cependant, l'un d'entre nous a trouvé le moyen de discuter avec les vivants par le biais d'Internet. Comment est-ce possible? C'est très difficile à expliquer. Pour le moment, je te demande de l'admettre. Cela ne me dit pas pourquoi tu n'arrives pas à trouver ce que tu cherches. Parce que je ne peux le découvrir qu'avec le dialogue. Il faut que je sois en contact avec une personne pour être en mesure de recevoir des informations. Tu ne peux donc pas me contraindre à t'aider? Absolument pas. C'est une faveur que je te demande. Si tu refuses, tu n'entendras plus jamais parler de moi. En revanche, si tu acceptes, je te dévoilerai un grand secret. Lequel? Je t'expliquerai ce qui se passe au moment de la mort, ce que l'on ressent et ce qui nous attend. J'avoue que ce sujet m'a toujours fascinée. Depuis que je suis petit, je me demande ce que l'on voit quand on meurt. De la même manière, je me suis toujours posé la question de savoir quel sera le dernier mot que je prononcerai avant de mourir. Tiens-tu à le connaître dès à présent? Comment? Tu sais tout ça? Oui, je le sais. Je connais la nuit de ta mort. Eh bien, moi, je ne tiens pas à en savoir davantage. Trop de fous ont déjà essayé de modifier dans le creux de leurs mains la ligne d'un destin inconnu, incertain. Tes paroles sont pleines de sagesse, Nicolas. Ainsi, tu t'intéresses réellement à la mort? Oui, j'ai même écrit une chanson à ce sujet. Cela raconte l'histoire d'un homme convié à un dîner qui se demande lequel des invités mourra le premier. Intéressant. Peux-tu m'écrire le texte?
Autour de cette table, lequel d'entre nous, est-ce inimaginable, se rompra le cou? Lequel de nous, mes frères, mourra le premier? Ce soir, levons un verre à sa destinée. S'il fallait que tu partes, tiendrais-tu le coup, si tu savais la date de ton rendez-vous? Tromperais-tu ta femme, sachant ton destin, de peur d'être aperçu d'un ange divin? Enfin, dans la tourmente des derniers instants, craindrais-tu la descente auprès de Satan? S'il fallait que tu partes, tiendrais-tu le coup, si tu savais la date de ton rendez-vous? C'est un très joli texte, Nicolas. Merci beaucoup, Gérard. Alors dis-moi exactement ce que tu as envie de savoir. Comme je te l'expliquais, j'ai été exécutée par la Gestapo en 1943, alors que j'exerçais le paisible métier d'instituteur. À l'époque, l'Europe était sous domination allemande. J'aimerais savoir comment tout cela a fini. Pendant plus de 2 heures, Nicolas, qui était un garçon instruit, raconta à Gérard l'histoire de la France depuis la Seconde Guerre mondiale. L'esprit voulait tout savoir. Nicolas lui expliqua que le 3 juin 1944, un gouvernement provisoire avait été formé. Il lui détailla le débarquement des Alliés en Normandie. Il lui apprit que la même année, les femmes obtinrent le droit de vote. Il lui parla de la bombe atomique lâchée sur Nagasaki en 1945, de la proclamation de la 4e puis de la 5e République, de l'avènement du nouveau franc, des événements de 68, du premier homme sur la Lune et de l'Union européenne. Il lui parla même de l'euro. Après cet éloquent exposé, il tapa sur son clavier. « À ton tour maintenant. Je veux savoir ce qui se passe au moment où l'on meurt. Quel est notre degré de conscience et quelles sont nos perspectives dans l'au-delà ?» Pendant quelques minutes, qui semblèrent à Nicolas une éternité, l'esprit ne donna aucun signe de vie. Puis le dialogue reprit. Il est très difficile d'expliquer ce qui se passe. Rien à faire, je me suis donné du mal à te raconter l'histoire de France depuis ta mort, à toi maintenant. Le court silence de l'esprit fut interprété par Nicolas comme un temps de réflexion. Je cours un très grand risque en te révélant ce que tu me demandes. De plus, je ne sais pas trop comment te l'expliquer. Et si nous jouions au jeu des questions-réponses, proposa Nicolas. Je veux bien faire un essai. Qu'éprouve-t-on au moment précis où l'on meurt? J'ai vécu tant de choses atroces avant de mourir que, pour moi, ce fut une véritable liberté de quitter mon corps. Mais qu'as-tu ressenti exactement? As-tu déjà rêvé que tu volais? Demanda l'esprit. Quelquefois, c'est un peu la même chose. Ton âme s'envole au-dessus de ton corps. Pour ma part, je ne me suis pas trop attardée devant ma dépouille. Les Allemands l'avaient jetée dans une fosse commune improvisée. Mais que fais-tu une fois envolé? Un guide est-il présent pour te montrer le chemin? Non, il n'y a personne. Le message inachevé de De Profundis rendit Nicolas nerveux. Avec rapidité, il tapota les touches de son clavier. « Tu es toujours là ?» Un message en rouge lui apparut. « De Profundis n'est plus connecté. » Fou de rage, il s'arracha à son bureau et se mit à tourner en rond. Il retira de sa bibliothèque les thanatonotes et rechercha la partie du livre dans laquelle l'auteur décrit l'envol de l'âme. Bernard Werber était formel. En s'évadant du corps, l'esprit était attiré vers une sorte de cortex, et le voyage commençait. Nicolas voulait croire en cette aventure. Pourquoi donc De Profundis n'avait-il fait aucune allusion à ce trou, à
aspirant dans le ciel. Pourquoi errait-il en ce monde? Certaines personnes prétendent que l'esprit doit d'abord régler ses problèmes avant de passer à autre chose. D'autres pensent que ce sont les âmes du bas astral, attachées à la matérialité des choses terrestres, qui restent ici. Contrarié, Nicolas s'installa à nouveau face à son PC et retourna sur le chat avec l'espoir de retrouver son mystérieux correspondant. En parcourant la première page du site, il constata qu'il y avait du courrier dans sa boîte aux lettres. Le message émanait de De Profundis. La souris tremblante, il cliqua sur le pseudonyme mystique. Le texte apparut. Je ne suis pas De Profundis, mais l'infirmier chargé de veiller sur ce vieux fou. Il a dû vous raconter qu'il était mort, assassiné par les Allemands. N'en croyez rien, jeune homme. En vieillissant, il revit la dernière guerre. C'est un phénomène fréquent chez les personnes âgées. Si vous le croisez à nouveau, soyez gentil, évitez tout contact avec lui. Les médecins pensent que ce genre de rapport peut favoriser une régression psychopathologique. Nicolas relut le message plusieurs fois. Il n'était pas possible qu'il se soit fait berner de la sorte. Comment De Profundis aurait-il pu donner tous ces détails? Le gaz, son prénom, les chiffres. Cette histoire le dépassait. Il décida d'aller se coucher. Tandis qu'il se lavait les dents, la sonnerie de son téléphone retentit. Il s'essuya prestement la bouche, se rua dans le couloir, mais arriva trop tard. Un texto s'affichait. « Rejoins-moi à 2 heures au même endroit. » Nicolas prépara du café pour un éléphant et alluma la télé. Il regarda les tontons flingueurs ainsi qu'un reportage sur les prisons en Asie, avant de s'assoupir dans le divan. Heureusement, le générique endiablé de Karl Orff, annonçant l'émission Histoire naturelle, le réveilla. Il était 2h05. Tout affolé, il se connecta au site et rechercha parmi les pseudonymes celui de De Profundis. Avant même que le résultat ne s'affiche, la petite fenêtre jaune s'alluma en haut de l'écran. Il cliqua dessus avec appréhension. « Alors, Nicolas, je croyais que tu t'étais endormi. » « Écoute, il y avait un email dans ma boîte aux lettres et... Oui, je sais, les anges ont intercepté notre communication. Ils essaient de me faire passer pour un fou, mais j'espère que tu n'es pas dupe. » « Non, j'ai confiance en toi. Les détails que tu m'as donnés ne peuvent avoir été inventés. » « Je suis revenu pour finir mon explication. Je te dois bien cela. Mais je dois faire vite car le temps m'est compté. À tout moment, ils peuvent m'intercepter et brouiller notre conversation. »« Ok, je t'écoute. » « Pour être le plus clair possible, je vais te relater la mort d'un autre esprit qui est à côté de moi. Il s'appelle John. John était journaliste sur une chaîne câblée à Londres. Il est mort électrocuté par un interrupteur défectueux. Au moment où ses doigts sont entrés en contact avec les fils dénudés, un choc violent l'a projeté à terre. Pensant avoir fait une chute, John essaya de se relever, mais il assista à une curieuse scène. Il vit 4 techniciens affairés autour d'un corps, juste à côté de lui. Il leur demanda ce qui se passait, mais aucun d'eux ne lui répondit. Il s'approcha et découvrit, horrifié, que le corps qui gisait à terre était le sien. Plusieurs fois il tenta de leur dire qu'il allait bien, mais lorsque les secours arrivèrent, il dut se rendre à la réalité. Il venait de mourir. Cette histoire est extraordinaire. Et après, que s'est-il passé? Sur le coup, il n'osa plus bouger. Il resta un moment figé jusqu'à ce qu'un policier s'avance vers lui. Il regarda l'homme marcher dans sa direction, mais arrivé à son niveau, l'enquêteur ne s'arrêta pas et traversa ce pauvre John. Il comprit définitivement qu'il était passé de l'autre côté. Mais que ressentait-il? De la peur.
de l'angoisse, mais une étrange forme physique. John souffrait en permanence de migraines. Pour la première fois depuis bien longtemps, elles avaient disparu. Pouvait-il voler? Oui, mais il mit un moment à s'en apercevoir. Il était conscient de son décès, mais il ne savait pas quoi faire. Aucun guide ne l'attendait, aucun tunnel lumineux. Tout était normal, sauf que sa vue et son ouïe semblaient décuplées. Au bout d'un moment, il se décida à quitter les studios. Il attendit que les couloirs soient déserts, puis il s'approcha de l'ascenseur. Il appuya sur le bouton, mais à sa grande stupéfaction, son bras traversa le mur et il bascula dans la cage. Waouh! Et ensuite, que s'est-il passé? John hurla, mais rapidement il s'aperçut que sa chute était molle et douce à la fois, comme un saut en parachute, sans le vent et sans le froid. Tandis qu'il descendait, un monde inconnu s'offrait à lui. Le plus petit grain de poussière, la moindre traînée de graisse sur les câbles de l'ascenseur devenaient des trésors à ses yeux. Il croisa encore, durant sa descente, une petite araignée qui semblait le saluer. Arrivé tout en bas, il s'assit sur un gros ressort en acier, émerveillé par une multitude de papiers gras et de paquets de cigarettes écrasés. Et il n'a pas essayé de remonter? J'y viens. Un peu maladroit, John essaya de sauter sans parvenir à décoller. Alors, de manière naïve mais tout à fait charmante, il tendit un poing vers le ciel, à la manière de Superman, en pensant très fort qu'il allait décoller. Et c'est ce qui arriva. Il remonta la cage de l'ascenseur, mais, par manque d'expérience, traversa la cabine, pénétrant au passage le corps d'une jeune secrétaire. Il passa au travers de son vagin, de son estomac, de son poumon gauche, de son cœur, de sa trachée artère et de son cerveau. Il se retrouva finalement sur le toit du bâtiment. La nuit venait juste de tomber. Avait-il toujours peur? De moins en moins. Ivre de ses nouveaux pouvoirs, John s'élança du haut de l'immeuble. Il vola longtemps, s'amusant tantôt à suivre les voitures au cœur de la ville, tantôt à longer les fenêtres des hauts buildings, lorgnant au passage l'intimité de ses occupants. Au bout de quelques heures, il se lassa. Il entreprit alors d'aller voir ce qui se passait sous l'eau. En un instant, il se trouva en haut des falaises d'albâtre de Douvres. John fit le plus beau saut de l'ange de sa vie et pénétra dans la Manche sans subir aucun changement de température. Il se retrouva rapidement au milieu d'un banc de thon qui frétillait gaiement. Sa curiosité le poussa à descendre encore plus loin, là où personne n'était allé avant lui, à une profondeur défiant tout entendement. L'obscurité des abysses ne l'empêchait pas de distinguer chaque détail du paysage. On eût dit un désert nocturne, sans bruit, sans vie, inerte et inquiétant. De minuscules particules grégaires et fluorescentes semblaient inscrire des messages au fond de la mer. Intrigué, John s'approcha. Il déchiffra les mots suivants. « Suis-nous ». Les particules se mirent ensuite à tourbillonner, comme pour lui montrer une direction supérieure. Sans parvenir à comprendre ce phénomène abscon, il suivit la voie tracée et se retrouva rapidement quelques mètres au-dessus de la mer. L'eau calme et luisante, sous une demi-lune, était comme une salle de cinéma vide, dont l'écran serait la Voie lactée. John remarqua que des constellations inconnues constituaient une suite à la signalisation des particules subaquatiques. Il entreprit de les suivre. À mesure qu'il montait dans le ciel, ses connaissances cosmogoniques s'étoffaient. Sans comprendre comment, il perçait un à un les secrets de l'univers. Les questions scientifiques les plus complexes lui paraissaient d'une naïveté déconcertante.
brusquement, il ne contrôla plus rien et se sentit attiré vers le haut. Comme dans le cortex de Werber. En quelque sorte, pour la première fois, il ressentit une présence étrangère. Un visage lui apparut. C'était celui de « Erreur fatale, veuillez redémarrer Windows ». Étrangement calme, Nicolas se leva et se servit un verre d'eau. Il se rassit ensuite derrière son bureau et, silencieusement, redémarra l'ordinateur. Avant que son système d'exploitation ne lui permette d'accéder aux différents programmes, le tiroir de son lecteur CD s'ouvrit brutalement, éjectant le disque qui s'y trouvait. Puis il se referma avec fracas. Puis il se rouvrit encore plus violemment. Terrorisé, Nicolas recula à 2 mètres. Le tiroir en plastique se mit à son tour à claquer bruyamment jusqu'à ce qu'un nouveau message apparaisse à l'écran. Sur un fond carmin, on pouvait lire la phrase suivante. « Branche ta webcam. » Tremblant de tous ses membres, Nicolas brancha sa caméra. Un visage d'homme apparut. Il paraissait déformé par la douleur. On aurait dit qu'il était enfermé dans un aquarium trop petit pour le contenir. L'homme voulait parler, mais aucun son ne sortait des baffles de l'ordinateur. Dans la fenêtre dialogue, à côté de cette image terrifiante, une phrase s'inscrit lentement, lettre après lettre. « Regarde ce que tu as fait. » Mais moi, je ne demandais rien. C'est des profundis qui... Vois les souffrances que ta curiosité a engendrées. Il est des choses dont le sens vous échappe. Ne brûlez pas les étapes. Tandis que Nicolas lisait ces lignes, la tête dans le bocal hurlait en silence. Ses traits se dilataient tant la douleur semblait insoutenable. « Je suis désolée, mais qui est cet homme? Est-ce des profundis ?» Tu l'as dit, mais il est trop tard pour lui. « Je vous en prie, qui que vous soyez, mettez un terme à ces souffrances. » Tu y tiens vraiment? Mais oui. Tu ferais cela pour lui? Mais bien entendu, cet homme voulait juste savoir ce qui... Une nouvelle fois, l'ordinateur se déconnecta. Nicolas n'osa plus le rallumer. Il se coucha, mais, trop angoissé pour s'endormir, se mit à prier. Il alluma toutes les lumières de son appartement et se passa une cassette vidéo des Inconnus pour ne plus avoir peur et s'aérer la tête. Mais l'effroi de sa visioconférence était toujours là. Il sortit sur son balcon en espérant que le contact de la nuit et les bruits de la ville le rassurent un peu. Malgré un léger mieux, il ne parvint pas à se calmer. Chaque fois qu'il tentait de regagner son appartement, il revoyait la tête dans l'aquarium. Maintenant, il l'entendait crier. Les hurlements étaient épouvantables. Il s'appuya sur la rampe de son balcon, regarda un taxi qui venait de déposer une jeune femme au pied de son immeuble et un type qui promenait son chien. Il sentit que le courage et la raison revenaient. Il ferma les yeux de soulagement. Un instant plus tard, il suivait une bande de thon qui frétillait gaiement.